Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous poursuivons notre longue série sur l'espérance, en passant de l'espérance individuelle, que nous avons évoquée la semaine dernière, à l'espérance collective. Une espérance collective, n'est-ce pas étrange d'en parler actuellement? En effet, comment employer ce mot dans un monde marqué par tant de crises écologiques, démocratiques, sociales, qui semblent avoir érodé notre capacité à nous projeter ensemble vers un avenir désirable? Le mot même sonne étrange et semble d'une assez grande naïveté. Qui peut croire qu'on résistera à la dureté du monde en prêchant l'espérance? Bien plus, n'est-ce pas même un peu dangereux d'invoquer l'espoir? On sait trop où mènent ceux qui évoquent des lendemains qui chantent, un monde meilleur, la fin de toutes les guerres. Bref, peut-on même parler d'espérance collective? Ne vaut-il pas mieux se replier sur un espoir individuel, un espoir limité? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Professeur Frédéric Ramel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Et le professeur Stipe Hodak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'éthique appliquée à l'Université catholique de Louvain. Alors, peut-être je vais vous poser une question un peu banale à l'un et à l'autre. J'ai fait un lancement un peu désespéré, si j'ose dire. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que l'espérance, je vais parler comme les jeunes, l'espérance c'est mort? Je suis d'accord qu'on traverse, on traverse une période de la crise profonde. Qui n'est pas uniquement la crise matérielle, au sens d'économie, écologie. C'est vraiment, on traverse une période de difficulté. Mais en même temps, je dirais que la réalité est toujours un peu kaléidoscopique. Ça veut dire qu'il y a des signes, des petites parties de réalité qui bougent en haut et l'autre qui descend. Donc, à côté de ce qui est négatif, il y a des bons signes. Notamment en Serbie, nous témoignons de manifestations d'étudiants, des plus grandes manifestations après 1968. Déclencheur était un événement tragique. Malheureusement, c'est commencé après une chute de vent, de construction, qui était ajoutée à la gare centrale à Novi Sad, qui a été cause de mort de 15 personnes. Après ça, des étudiants ont commencé des manifestations contre la corruption. Sont demandés des choses très faciles, réclamer uniquement la justice, la solidarité, le respect de loi et de la Constitution. Et qu'est-ce qui est finalement radical dedans? Parce qu'il n'y a pas de demandes radicaux, pas de tout. Ce qui est radical est finalement ce qu'ils demandent, prendre au sérieux ce qui est nominal dans la société. Et après ça, comme on signe de désobéissance civils, ils ont organisé des marches, tout d'abord le cas d'institutions, d'universités, parce que c'est impossible à étudier dans un espace où on ne se sent pas à sécurité, et puis des marches partout en Serbie, et parfois ça prend de 5 jours d'arriver, par exemple, à partir de Belgrade, de Novi Sad, jusqu'à Niš, au sud de la Serbie. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi ça, c'est un signe d'espérance? Demander juste le respect de la Constitution, c'est un peu... C'est pas beaucoup. Ouais. Et moi, j'étais très ému parce que chaque fois qu'il se passe dans les villages, dans même des grandes villes, des habitants les accueillent, mais comme des libérateurs. Mais des libérateurs de quoi? Parce que nominalement, on habite dans un pays libre. Ils expliquent, nous sommes finalement libérés de fatalisme, de penser qu'on ne peut rien changer, qu'on va rester toujours coincé dans une situation difficile. Et je me souviens très bien, un homme visiblement ému, mais larmes, il a dit: moi, je suis fier et je suis triste en même temps. J'ai honte parce que ce sont nos enfants qui nous libèrent pour la première fois de nous.
nous étions censés de libérer nos enfants, c'est l'inverse maintenant. Et parfois, c'est dans la jeunesse où l'espoir est en train de grandir, de changer quelque chose pour la première fois. Montrer que même dans la réalité qui est triste, qui est sombre, il y a quand même des petits espaces de changement. Et voilà, c'est finalement une forme de pèlerinage, d'espoir qui change tout. Et à la fin, c'est l'espoir collectif qui est vraiment au début très petit, des manifestations à Noissa, des manifestations à Belgrade, qui devient contagieux. Frédéric Ramel. Dans le prolongement de ce que vient de dire Stipe, je pense qu'on peut distinguer deux types d'espérance. Il y a l'espérance liée à une morale peut-être close, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire dans un espace politique très particulier, avec une énergie qui est placée et qui vise à appliquer les règles dans lesquelles nous sommes. Et puis, il y a une morale qu'on pourrait qualifier d'ouverte, qui étend en fait l'attachement à éventuellement aussi quelque chose qui dépasse le collectif public et l'espérance politique liée à un État national, mais peut-être quelque chose de plus large. Et en relations internationales, on peut distinguer ces deux types de morale. Il y a une première morale qui est la représentation globale, où on va attirer l'attention sur la préservation des États et que les États et les États isolés les uns des autres, quelque part. Et puis une représentation du planétaire, c'est-à-dire prendre conscience que nous devons peut-être habiter la planète autrement. Et cette habitabilité, ça suppose aussi une morale d'ouverture, de prendre conscience que nous n'avons pas la possibilité, chaque État isolé les uns par rapport aux autres, à répondre aux enjeux de migration, de guerre, de sécurité, de crise écologique que vous avez évoqués. Et pour redonner un peu une lueur d'espoir, Stipe le mentionnait dans un État en particulier, si on se projette en relations internationales, je vais prendre un exemple particulier au début de votre émission, c'est le traité sur la haute mer, le traité en anglais BBNJ, qui a été signé en septembre 2023. On attend les ratifications pour cette année, en septembre 2025. Il y a une bonne dynamique. Et là, tous les États, y compris la Russie, la délégation russe, a signé ce traité pour préserver l'océan, les ressources halieutiques. 30% d'ici 2030 de ce qui nous fait vivre. Nous sommes sur une planète bleue aussi. Ces éléments permettent tant de mentionner, de repérer une dynamique d'espoir, en effet localisée, mais existante. Alors là, il y a deux exemples complètement différents. On va essayer de se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a marché et puis pourquoi ça marche en Serbie. Qu'est-ce qui a fait que justement, même la Russie, comme vous dites, a réussi à signer cet accord? Je pense qu'en diplomatie, ce que parfois certains responsables oublient, on a besoin du temps long. La patience, la persévérance. Le traité dont j'ai fait mention tout à l'heure, il a fallu plus de 10 ans pour y arriver. Et donc la délégation russe, pourquoi elle signe ? Elle ne veut pas mettre à bas ces années de travail. On parle aujourd'hui de traité pandémique. Il a du mal à se mettre en place suite aux conséquences de la Covid-19. Il va falloir du temps. Ce n'est pas en un an qu'on va pouvoir y arriver. Donc inscrire dans le temps long et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est probablement l'idée qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui aux enjeux de notre temps de manière à nouveau isolée. Et donc, le multilatéralisme. Pour moi, ces cas, enfin ces expériences renvoient à une tradition multilatérale qui est un peu passée, qui est très invisibilisée, la tradition du solidarisme, la solidarité. Et l'un de ses porteurs, Léon Bourgeois, était un homme politique français qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de la paix. Et dans son discours, à la fin, lorsqu'il a reçu ce prix Nobel, il insiste sur le droit d'espérer. Et il insiste sur l'inébranlable foi. Il faut y croire. Eh bien, je pense qu'en effet, la délégation russe y a cru, malgré ce qui se passe évidemment en Ukraine. Il y a des enjeux qui obligent. Même question, on enregistre, alors on ne sait pas quelle va être la réaction du président serbe, apparemment elle ne va pas être très positive, mais donc on ne sait pas comment ça va se tourner, mais qu'est-ce qui a fait que ça marche, que tout d'un coup
des gens se mettent ensemble. Oui, je peux continuer en même sens. Absolument. Solidarité, finalement. Parce que c'était possible, peut-être pas pour la première fois, mais visiblement maintenant de sentir la solidarité, qu'on n'est pas isolé, qu'on peut changer quelque chose. Aimerait même après, je pense que c'était après 2 mois des manifestations, Premier ministre a démissionné. Et donc c'était pour beaucoup de gens la première fois de vivre, même voir la possibilité de changer l'espace politique. Parce qu'on est censé d'être membre de l'espace politique partagé, mais en même temps on se sent isolé tout le temps. Et sentir la solidarité, c'est une force incroyable qui nous donne d'espoir. Mais il faut y croire quand même. C'est un petit groupe qui y croit, qui a continué, qui a persisté, et finalement avec la solidarité qui est là, les autres pouvaient rejoindre. Et chaque fois, quand vous ajoutez de plusieurs personnes qui partagent une vision ensemble, ça devient finalement une force d'espoir. Oui, je peux rebondir sur ce que dit Stipe, et c'est à mon avis aussi un phénomène majeur. Ce que vous évoquez, c'est une énergie qui part des individus, qui ne leur est pas imposée. Toute la difficulté en relations internationales, c'est lorsqu'on va imposer l'espérance, où on va avoir un geste de charité qui a aussi un sens symbolique et matériel très fort. Mais si les personnes n'en veulent pas, ça bloque. Et donc l'espérance, ici, consisterait de façon très paternaliste, à imposer un destin, à imposer un chemin. Et il y a beaucoup d'exemples, malheureusement, sur la surface du globe où l'aide, je pense à Haïti en particulier, la République d'Haïti, République d'ONG à Haïti, puis qui ne tenait que grâce à des perfusions extérieures. Et sans reconnaissance de l'énergie des populations sur place, l'espérance ne peut pas fonctionner, il me semble, d'après l'exemple que vous évoquez. Oui, si je peux ajouter juste un petit détail, parce que je suis entièrement d'accord que l'espérance, au moins pour moi, ça respecte toujours l'autonomie des gens. Donc l'espérance, si c'est vraiment imposé, ça devient une forme de domination. Même, on peut prendre un exemple de quelque chose qui peut ressembler à une idée positive, par exemple, réconciliation après la guerre, après un génocide, où l'État dit « Ah, on va se réconcilier tout de suite ». Ça peut semble comme idée magnifique, comme un rêve, comme espérance, mais si c'est un programme idéologique, programme politique qui va pour conséquence fait des victimes, marginaliser des victimes, va empêcher des processus de la vérité, de découvrir l'histoire, des abus d'histoire, c'est finalement négatif. Et qu'est-ce que la différence ici entre un programme d'espoir qui est vraiment espoir et l'autre qui est imposé, c'est l'autonomie qui est respect. Donc il y a cet échange mentionné par Frédéric d'énergie, cohérence entre ce qui se passe parmi des peuples qui sont là pour rejoindre le mouvement et l'autre fond d'espoir, l'espérance qui est imposée. Donc pour moi, c'est seulement l'espérance qui respecte l'autonomie des gens qui est une vraie forme d'espérance, même construite de manière collective. Mais est-ce qu'on ne sort pas de peut-être 50, peut-être 80 ans dans les relations internationales, justement, d'espérance imposée? Enfin, une partie des guerres qu'a menées les États-Unis, pour pas les nommer, ont été nous allons imposer la démocratie, nous allons imposer le droit. L'Europe a fait ça aussi beaucoup. Est-ce que, justement, on ne sort pas de ça? On sort de cela avec un des enjeux majeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ordre libéral international imposé par les Occidentaux ne fait pas forcément sens pour ce qu'on appelle la majorité mondiale ou ce qu'on appelle le Sud global, qui est plus d'ailleurs à mon sens une rhétorique, un discours, un slogan qu'une réalité, puisque entre l'Inde aujourd'hui par exemple qui cultive le multi-alignement, on l'a vu encore très récemment, et la Chine qui a une autre conception de l'ordre, il y a un grand écart. Mais cette idée de Sud global, malgré ses difficultés d'en rendre compte, effectivement, elle met le doigt sur la quête de l'universel. Cette quête de l'universel ne peut plus être imposée par quiconque.
Par les Blancs, disons-le. Exactement. Soyons très clairs. Et s'il y a une évolution majeure entre le système international de 1945 et celui dans lequel nous évoluons aujourd'hui, c'est en effet que ces forces dites émergentes, très larges, il va falloir en effet qu'elles travaillent avec les Occidentaux, et non pas contre, avec, tous ensemble, pour faire émerger un universel. Et donc, c'est ça toute la difficulté. Mais nous sommes maintenant, quelque part, à nouveau, obligés. Et cette tension sur les valeurs, sur la quête de l'universel, ça en effet pèse sur les conduites, sur la politique étrangère des États, puisque, et c'est là qu'on reprend votre inauguration, le début de cette émission, ce pessimisme, il s'anime, il repose sur l'idée qu'on ne va pas justement arriver à une convergence de valeurs. Or, c'est ce sur quoi il faut travailler et ça prend du temps. Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait une sorte d'éthique à maintenir qui fait qu'il ne faut pas que ça soit imposé du haut, mais que ça soit auto-organisé. Mais j'ai envie de vous dire, c'était le général de Gaulle qui disait ça, les Français sont des veaux. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont des imbéciles, personne ne s'organise tout seul, s'il n'y a pas une autorité qui le fait, on arrive à une sorte soit au pire d'immobilisme, ou au mieux d'une sorte de solution un peu pas très intéressante. Oui. Il faut bien qu'il y ait des élites qui pensent, non ? Je donnais un exemple au début qui n'est pas un exemple d'élite, qui change énormément. Donc, ça, on a témoigné plusieurs des organisations de mouvements populaires partout du monde. Parfois, c'est ces mouvements démocratiques qui ont changé le régime. Donc, c'était contre l'élite. Voilà, ça, soyons clairs que ce n'est pas toujours d'élite. Et puis, donc, il y a quand même un danger de dire, prenons maintenant la distance, on va s'isoler, on ne va toucher pas l'autre, on va rester ici, chez nous, notre pays pour nous, pour le reste, il n'y a pas d'interaction. Tout ça, après l'expérience négative de domination ou quand on a essayé d'imposer quelque chose. Les deux extrêmes, je pense, sont dangereux. Pourquoi ? Parce que faire voir, par exemple, rester en contact, ça, c'est pas la même chose comme imposer quelque chose. Donc, l'ordre libéral était basé sur l'idée qu'on partage des normes, pas des normes qui sont enforcées par la force réelle, mais des normes qu'on est bien d'accord tous ensemble. Donc ça, c'était le succès d'ordre international. Et puis, même dans le dialogue entre les différents pays, si on prend simplement l'attitude je ne mêle pas dans les affaires d'autres pays. On va oublier que chaque pays est hétérogène. Donc, il y a toujours des populations qui cherchent vraiment de la démocratie, qui cherchent des valeurs qu'on partage. Et en fait, un dialogue pas uniquement au niveau d'État. Donc, il faut distinguer plusieurs niveaux d'interaction. Parfois, c'est niveau micro, parfois, c'est niveau mezzo, et parfois, c'est étatique, parfois, c'est international. Et continuer à travailler à plusieurs niveaux. Respecter, voir, oui, il y a parfois des mouvements populaires qui cherchent le changement, qui donnent le signe d'espoir, qui donnent la direction où bouger, mais c'est impossible de créer un plan tout de suite et tout direct. Et pour moi, pour utiliser peut-être une métaphore poétique de Virginia Woolf, elle a parlé de mémoire, mais ça s'applique à l'espérance. Elle a parlé que des mémoires sont comme allumettes dans la nuit. Ça nous donne un peu de la lumière et la direction, mais ce n'est pas clair exactement où venir et comment, chaque détail n'est pas clair. Comme le moment de Hobbes, il y a peu la vision de la réalité, mais ce n'est pas entièrement clair. L'espérance, à mon avis, c'est un peu comme ça. Voir des signes d'espérance à plusieurs niveaux que j'ai expliqués, et finalement partout. Sinon, on reste condamné au fatalisme et la dictature de présent. Cette belle image de l'allumette, elle me fait penser aux lucioles. Oui. Les lucioles, dans un très bel ouvrage de Sidi Berman, il fait référence à Pasolini qui aimait beaucoup les lucioles, lui, dans sa lutte contre le fascisme. Et à la fin de sa vie, il ne croit plus en les lucioles. Les lucioles, c'est un peu l'étincelle dans la nuit que vous évoquiez, c'est-à-dire
des individus qui, à un moment donné, par la fulgurance de leurs idées, peuvent enrôler aussi auprès d'eux. C'est ça l'espérance aussi. C'est pas forcément un gros projecteur qui impose une ligne, un chemin. C'est des petites étincelles, des lucioles. Et y compris dans le conflit israélo-palestinien. Le Cercle des Familles, qui est une ONG, donc on ne se situe pas à l'échelle des États évidemment, 800 familles, après le 7 octobre, que 3 familles ont quitté cette organisation. Ce sont des familles qui ont perdu un de leurs proches, tant en Israël qu'en Palestine, suite au conflit. Ça veut dire que ça peut fonctionner. Mais évidemment, dans le contexte actuel du conflit israélo-palestinien entre le Hamas et Israël, ce qui empêche l'espérance, c'est quoi ? C'est l'absence de reconnaissance de la souffrance de l'autre. Oui, je ne parle même pas de paix, je parle de souffrance. Sans cette condition, accepter de reconnaître la souffrance de l'autre, il est fort probablement compliqué de voir ces lucioles prospérer. Ouais. Et peut-être, juste pour ajouter à la fin, il y a plusieurs facteurs sociaux qui empêchent aussi l'espoir, manque de reconnaissance de souffrance en autrui, mais aussi la peur. Et les deux sont différents parce que la peur est une émotion qui arrive spontanément. Même des animaux ont peur. Pour nous, c'est aussi une partie biologique qui arrive même sans réfléchir. Donc, c'est inné. C'est inné, c'est un contact avec un objet perçu comme dangereux. L'espoir, par contre, j'arrive jamais instinctivement. Il faut penser, il faut avoir une vision un peu différente de ce qui est maintenant pour avoir l'espoir. Donc il faut construire l'espoir. Mais deux sont un peu en contestation l'un avec l'autre. C'est souvent la peur avec un manque de solidarité et empathie qui empêche la croissance de l'espoir. Et donc ça, c'est parfois nécessaire d'investir consciemment d'énergie dans la construction d'espoir. Même, mais ce n'est pas naïveté non plus. Moi, si je peux, j'aimerais bien faire la distinction entre la naïveté et aussi peut-être optimisme en vérité et l'espoir. L'espoir, pour moi, c'est aussi une attitude qui est capable de reconnaître la difficulté de la situation. Optimisme, c'est simplement l'attitude que tout se passera bien, finalement, même sans intervention de moi ou quelqu'un d'autre. Naïveté, par contre, n'est pas capable de reconnaître une vraie crise qui existe, finalement. Et l'espoir, pour moi, c'est entre les deux. Donc, reconnaître la difficulté, mais insister sur la construction de l'espoir en regardant des signes comme des allumettes quand on cille dans la nuit, et prendre en compte en même temps qu'il y a danger de tomber sous l'influence de la peur qui est aussi contagieuse. On voit que vous avez fait de la théologie, c'est-à-dire que vous nous défendez l'idée finalement très traditionnelle que l'espoir c'est une vertu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se pratique et qui n'est pas, qui est une sorte de résistance au monde en fait. Oui, c'est vrai. Au sens théologique, c'est quand même vertu individuelle qu'on peut construire ensemble. La source de vertu de l'espoir en théologie, c'est finalement le Dieu. C'est transcendantal. Ici, on peut parler en même temps, même en sens d'humanisme, de l'espoir qui est bataille contre la réalité absolue. Quand je parle de réalité, ça c'est simplement à faire de la réalité comme fait accompli. Non, dans la réalité, il y a ce qui existe et ce qui potentiellement peut exister. Donc l'espoir est finalement l'insistance, désir d'ouvrir d'espace de possibilités. Donc on n'est pas condamné à ce qui existe actuellement, ici, maintenant. C'est ce que dit d'ailleurs le philosophe Francis Hutcheson au XVIIIe siècle, un représentant des Lumières écossaises. Il écrit un système de philosophie morale où il met la bienveillance au cœur. Et c'est exactement dans le même sens que votre définition de l'espoir, c'est-à-dire qu'il faut agir quand même.
agir quand même. Oui. C'est ça le message. Et agir selon cette vertu, quand même, malgré le contexte. Alors justement, professeur Ramel, vous venez d'écrire la bienveillance dans les relations internationales. Au moment où vous avez fait paraître ça, j'imagine qu'on a dû vous dire c'est très naïf. Je crois que c'est le moment aussi de ce que le professeur Audac venait de dire là, sur la naïveté. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut aussi combattre quand on défend la vertu d'espérance. Est-ce que c'est naïf de prêcher la bienveillance ? Non, ce n'est pas naïf à partir du moment où on est lucide. C'est ça. C'est-à-dire sans aveuglement. Oui. Puisque la bienveillance, c'est à la fois une disposition morale que nous avons toutes et tous, que nous pouvons d'ailleurs pratiquer au quotidien, et c'est aussi un ensemble de conduites. C'est la retenue, le calme, la non-nuisance, la promotion raisonnable du bien, mais on ne peut pas imposer à nouveau à tout le monde d'être bienveillant tout le temps. Oui. Donc ça, j'en suis tout à fait conscient. Oui. Mais c'est aussi une manière d'être qui est fondée sur l'écoute et l'attention à autrui et au milieu. Et on pourrait se dire, la bienveillance, il est bien gentil ce Frédéric Ramel, mais on ne la voit pas trop c'est dans le système international. Je suis désolé de vous le dire comme ça, professeur. Voilà. Eh bien si, elle est invisibilisée. Au quotidien, les diplomates agissent selon ce précepte de la bienveillance, c'est-à-dire d'écouter l'autre, d'être dans une démarche d'attention. L'exemple que je vous évoquais tout à l'heure du traité BBNJ, du traité sur la haute mer, pour moi, c'est une illustration de ce qu'est la bienveillance, dans le sens où c'est faire attention au milieu dans lequel nous évoluons. Donc, en diplomatie, on a des traces de la bienveillance. Les villes, les municipalités, elles ont aujourd'hui des diplomaties. Elles sont très impliquées dans la COP pour le climat. Rio en particulier. Exactement. Elles sont au même titre que les États. Peut-être même encore plus impliquées que les États. Impliquées, probablement, oui. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles tissent des liens entre elles pour expérimenter et travailler aussi à cette attention au milieu. C'est à nouveau une trace de bienveillance. Vous-même, je ne sais pas ce que vous faites en dehors de cette émission, mais peut-être que vous faites de la permaculture, c'est-à-dire le jardinage, qui constitue aussi une forme de travail en commun. Et on voit aussi se développer ce type de pratique partout dans le monde, avec évidemment des conditions variables. Et vous voyez les derniers exemples que je prends, des villes, des individus ordinaires. Le système international n'est pas seulement un système composé d'États. Bien sûr qu'il y a des États. Et ces États peuvent aussi ne pas du tout être bienveillants et au contraire faire de la malveillance leur politique étrangère. C'est évident. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont présents et qui peuvent aussi cultiver cela. Et la diplomatie des séismes, face à un tremblement de terre, la Turquie et l'Arménie ont réouvert leurs frontières et un corridor humanitaire s'est mis en place. Alors que la tension diplomatique entre ces deux États est extrême. Donc il y a quelques traces de bienveillance. Il n'y a pas que cela, mais il y a aussi cela dans le système international. Vous avez dit c'est invisibilisé, ça veut dire quoi? C'est que le système médiatique a tendance à ne pas trop en parler, ou ça veut dire que certains dirigeants, et on connaît quelques dirigeants un peu comment dire, qui ont un jeu assez compliqué avec les médias, qui ne jouent pas ce jeu de la bienveillance? Je pense qu'il y a les deux. Et parce que la peur fait, en effet, est peut-être plus vendable dans l'espace public. Mais en effet, il y a une forme de marginalisation de ces phénomènes et de ces conduites pour aussi, en partie, mettre l'accent sur la guerre comme seule façon de penser le monde. À nouveau, avoir de l'espérance, ce n'est pas mettre un voile pudique sur les guerres. Au contraire, il faut les observer. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans vos travaux. Cette réflexion sur l'éthique part des guerres. Mais c'est aussi pour mieux les saisir, mieux comprendre qu'en période de réconciliation, et je suis d'accord avec vous, il y a certaines personnes qui ne veulent pas pardonner et qui ne veulent pas espérer changer la relation avec autrui. Justement, vous avez beaucoup travaillé, professeur Audac, sur ces questions de réconciiliation, de travail de mémoire, etc. C'est quoi qui marche? Qu'est-ce qui marche? Non mais voilà. Si je savais la réponse. Vous auriez le prix Nobel de la paix, contrairement à Donald Trump. Ce qui marche, ça c'est difficile à dire. Mais ce qui marche,
toujours, généralement, il y a la bienveillance, certainement, respect d'autonomie et aussi respect de la vérité. On ne parle pas beaucoup de la vérité aujourd'hui, mais c'est généralement ceux qui, les victimes, cherchent aussi la vérité. Je peux savoir que le passé était vrai. Et moi, je veux garder ça. C'est parfois la raison pourquoi je garde des traces de la souffrance. Parfois, j'ai peur à pardonner parce que j'ai peur qu'on va oublier après. Donc, c'est la vérité qui est vraiment au cœur de tout ce qui est un processus de la reconstruction, réconciliation après la guerre. Mais aussi un processus qui est très long en même temps. Deuxième valeur, de patience. Et on voit qu'il y a, quand même un écho très net. Qui est vraiment important ici. Parce qu'on cherche de résoudre tous les problèmes tout de suite. Maintenant, dépêchez-vous, parce qu'il faut se réconcilier tout de suite. Attendez un peu. On a pensé combien de temps pour réconcilier les Allemands et la France, en fait. Franco-allemand, l'alliance qui est très forte aujourd'hui. Mais ça a pris 40 ans pour construire un livre ensemble sur le passé. Le passé est difficile à négocier. Donc la vérité, la patience, la bienveillance, c'est ça qui marche. Et après, chaque pays, chaque contexte détermine de certaines façons des procédures spécifiques qui marchent mieux et qu'il faut tester en même temps. N'oublions pas que l'espérance n'est pas absolue. L'espérance peut grandir et diminuer. Parfois, l'espérance arrive à l'échec. Ce n'est pas pour dire que l'espérance était nulle, était négative, était toxique en même temps, que c'était mieux de n'avoir pas même l'espérance à partir du début. Non, c'est l'espérance simplement qui est aussi organique, qui peut apprendre des choses et qui peut aussi développer dans le contexte spécifique. Alors, en vous écoutant, j'ai une question. Est-ce qu'on peut se passer justement de cette espérance ? On voit bien, enfin, c'est très intéressant ce que vous venez de dire à propos de la bienveillance. Au fond, c'est la petite musique des relations diplomatiques. Ça a toujours fonctionné comme ça, même si c'était de la bienveillance, jouée. Feinte, jouée. Mais il fallait qu'on joue. Est-ce qu'on enregistre à un moment où le président Trump a été assez violent avec le président Zelensky, donc ne joue plus le rôle de la bienveillance. Est-ce que ça bloque pas tout de faire ça, en fait ? En gros, est-ce qu'on peut faire fonctionner le monde sans espérance, sans bienveillance, sans tout ça ? Moi, je pense qu'on ne peut pas fonctionner sans ces ingrédients. Ce sont des ingrédients qui sont nécessaires aux politiques. Il faut les mettre à leur juste place et les utiliser avec aussi beaucoup de lucidité. Tout le problème de Trump, mais c'est le problème de toutes les politiques étrangères que l'on peut qualifier de néo-souverainistes ou de néo-populistes. Avec Trump, c'est encore plus flagrant. Il confond spectacle médiatique et travail diplomatique. Le travail diplomatique, ça suppose de la patience et ça suppose du temps. Et ce n'est pas devant des milliards de téléspectateurs ou de téléspectatrices qu'on peut résoudre un problème de ce type. Donc je pense que cet ingrédient est nécessaire, que l'une des difficultés auxquelles on est confronté dans le système international, c'est le développement de ce type de posture, moi ce que je qualifie d'outrance. Et de l'outrance, alors que la bienveillance et l'espérance, ça suppose aussi une forme de modération dans la manière de se conduire avec autrui dans les relations diplomatiques. Et donc je pense, pour revenir à votre question, qu'on a besoin de cela à l'échelle des États, mais aussi à nos échelles, c'est-à-dire l'échelle des sociétés, parce que les sociétés, elles sont là aujourd'hui. Il n'y a pas que les États, il y a des sociétés, il y a des individus dans ces sociétés. Regardez par exemple l'accueil de l'orchestre des femmes afghanes après le retour des talibans qui ont été ainsi hébergés au Portugal avec leurs familles qui continuent de travailler. Regardez la civilité de transit pour la question migratoire. On ne perçoit les migrations qu'au prisme de la quantité de migrants et différentes formules, etc., pour rendre compte d'une espèce de submersion. Mais il y a aussi de la civilité. C'est-à-dire qu'il y a des migrants qui apprennent l'arabe lorsqu'ils arrivent au Maghreb, et vous avez des individus dans les villes qui aussi les accueillent. Il y a une civilité de transit. Elle est pratiquement
invisibilisée. On n'en parle jamais. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile pour les personnes qui accueillent chez eux aussi un étranger. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais ça apparaît. C'est bel et bien là, tout de même. Même question quand Monsieur le professeur d'éthique, vous devez sans doute prêcher la natalité, puisque c'est le message de l'Église. Et quand vous entendez des jeunes dans vos auditoires qui vous disent, à cause de la crise écologique, je ne compte pas faire d'enfants, c'est trop compliqué de faire naître des enfants dans un monde qui va probablement disparaître dans quelques semaines, années. Non, mais c'est vrai, il y a cette sorte d'angoisse écologique. Oui. Comment est-ce qu'on répond à ça? Oui, parfois c'est la décision individuelle. Ça vous regarde pas, oui. Ça c'est pas la question ici, il me semble. C'est la question d'angoisse à discuter. Oui, comme j'ai dit, la peur, c'est très contagieux. Et aussi deux choses à distinguer quand même. La vraie crise existe. Voilà, il ne faut pas nier la crise. Parfois, des gens sont critiqués parce que finalement, il y a ceux qui pensent qu'on n'est pas dans une situation de difficulté. Et pourquoi même avoir des angoisses? Et donc, parfois, l'angoisse, l'indignation, c'est nécessaire de créer l'espoir. Mais la question ici, est-ce qu'on reste dans le fatalisme de la réalité, même si on accepte la réalité, ou si on peut quand même chercher et espérer, je me répète, des aspects, des potentialités qu'on peut élargir ici. Et donc c'est le deuxième élément ici que je pense que c'est ça même important. Bon, j'utilise souvent l'exemple de pèlerinage. C'est un exemple très théologique. Parce que quand je parle d'espoir, l'espérance, moi j'utilise même en sens de terme de Bloch comme quelque chose qui n'est pas encore ici. Ça c'est aussi un motif du Nouveau Testament, royaume de Dieu qui existe, mais ce n'est pas encore ici. Et pas encore ici, pour moi, il y a du sens de terme pas encore de quelque chose qui est vraiment concrétisé. Donc, comme Bruxelles existe, mais on n'est pas à Bruxelles, mais on peut y arriver facilement. L'autre essence de pas encore, quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on peut construire uniquement en espérant. Donc, le métaphore que j'utilise, c'est pèlerinage à Santiago. Le Santiago, Saint-Jacques de Compostelle. Oui, exactement. Le Santiago comme ville existe, donc on est en train d'y arriver. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il y a un autre pas encore. C'est la construction de moi qui change dans le pèlerinage envers Santiago. Et c'est imprévisible. Mais je peux ça construire uniquement en marchant vers Santiago. Pareil avec l'espérance. Donc c'est impossible de donner le projet, l'avenir qui est rose, qui est magnifique. Soudainement, ensuite, voici pour vous des gens de projet. À 2 ans, on va changer tous avec nucléaire, électrique et tout ça. Ça, c'est un projet qui est naïf un peu. C'est impossible à convaincre quelqu'un de changer la vision envers ça. Parfois, c'est utopique, parfois, c'est négatif aussi. Mais l'autre fond de pas encore. Pas encore dans le sens de vision que n'existe pas encore, mais même aujourd'hui, on peut se mettre en cohérence avec la vision qui est là. Donc, marcher, pèlerinage envers quelque chose. Mais alors du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de, à partir de ce que disait Stipe Hodak, est-ce qu'on n'est pas en train de changer là presque de civilisation, parce qu'on arrive, on est les héritiers d'une civilisation, du progrès, dans lequel justement tout était plus ou moins décidé, et une des marques de ça, c'est le plan triennal, le plan quinquennal, les plans de relations internationales, les COP, etc. Est-ce qu'il va falloir accepter de vivre dans un monde où les plans, on n'y croit plus trop ? J'aimerais revenir sur ce qui vient d'être évoqué parce que je pense qu'on met le doigt aussi sur quelque chose de fort important et que les relations internationales ne sont pas déconnectées de nous, individus, pris isolément, soi-disant. C'est-à-dire que l'espérance est un travail aussi à l'échelle
de l'intime et de l'individuel, qui fait résonance après à l'échelle internationale. Et lorsque vous dites, est-ce qu'il ne faut pas changer aussi notre manière d'appréhender les choses, je pense que oui. Je pense que oui, et tout à l'heure j'ai évoqué cette distinction entre le globe ou le global et le planétaire. C'est là où aujourd'hui nous avons un clivage. Il y a des États qui veulent rester attachés au globe. Planification. Continuons d'exploiter et de forer, pour reprendre certaines expressions récentes, ou carrément l'Antarctique aujourd'hui est en danger. L'Antarctique, puisqu'il y a un certain nombre de traités, le système du traité de l'Antarctique, un certain nombre d'États ne veulent pas, d'ici 2048, geler l'exploitation des ressources sur l'Antarctique, puisqu'avec l'effet du changement climatique. Donc il y a le global, et puis il y a le planétaire. Le planétaire, c'est comment est-ce qu'on peut habiter le monde différemment, en sachant que certains veulent sortir de la planète et nous emmener ailleurs, mais que c'est quand même cette planète qui nous a accueillis en premier, qui nous a fait... Oui, tel qu'on est, finalement, c'est chez nous, en fait. Voilà, c'est chez nous, mais ce chez nous est en train de brûler largement. Et je pense que le théologien Teilhard de Chardin, qui a été très mobilisé pour penser la mondialisation, devrait être aujourd'hui un peu plus convoqué pour penser la planétisation. Parce que lui, justement, parlait en ces termes. Et on est dans ce jeu de bascule qui n'est pas forcément évident, mais... Pour revenir sur la question des jeunes, il y a quelques semaines, dans mon établissement, on a fait toute une réflexion sur la deuxième charte des Nations Unies. Et un certain nombre de jeunes ont travaillé sur un document d'une 60aine de pages pour modifier cette charte. On va dire, mais c'est encore de l'utopie. Ben non, puisque l'Inde et l'Afrique du Sud sont d'accord avec cette perspective. Et il y avait une énergie, et ils sont sur le chemin. Ce pèlerinage que vous évoquiez il y a un instant. Justement, les jeunes, c'est imprévisible, les jeunes, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça va faire. Précisément pour ça, parce qu'on a besoin d'originalité, parce que l'espérance n'est pas basée sur l'expérience de passé, parce que répéter le passé, on est capable, mais pour créer quelque chose qui est radicalement nouveau, on a besoin quand même de créativité. Donc le lien entre les deux, expérience, donc réalisme un peu, donc pas une question de la réalité, mais une forme de créativité en même temps, une bonne forme d'espérance en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire confiance à la génération qui vient, faire confiance... Comment on arrive, il nous reste une dizaine de minutes d'émission, maintenant essayons peut-être de donner des idées aux téléspectateurs, vers quoi s'engager, vers quoi... Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire maintenant? Pour changer la réalité? Pour changer le monde. Donnez-nous des... Plans quand même. Oui, donnez-nous des idées. Tout d'abord, moi, je suis mal à l'aise en distinguer clairement des générations et dire c'est uniquement les jeunes qui changent le monde. Parfois, non. Parfois, c'est Konrad Adenauer qui change le monde. Parfois, ce sont dirigeants quand même étatiques. Parfois, c'est un peu visionnaire, quelqu'un qui change le monde. Parfois, c'est quelqu'un qui a reçu le prix Nobel. Parfois, c'est un écrivain. Et il y a parfois des espaces inattendus, qu'on dit un peu en anglais serendipity, c'est un peu difficile à traduire, mais parfois la paix arrive et l'espoir arrive, on ne sait pas exactement où, de nulle part parfois. Une autre métaphore, parce que j'ai mentionné avant que c'est nécessaire à cultiver l'espérance ensemble. Ça veut dire quand même dialogue intergénérationnel, mais aussi rester vigilant à ce qui est imprévisible. À Moyen-Âge, peut-être c'est juste une allégorie ou légende, des monastères franciscains, quand le jardin était organisé, on avait une grande partie du jardin qui était très cultivée. Mais chaque monastère était obligé de rester un petit coin libre pour des plants sauvages. Pour laisser la nature nous surprendre. Parce que la nature est toujours plus créative que nous. Ça, c'est l'impression. Et parfois, la vie est aussi plus créative que nous. Il faut cultiver l'espérance, mais aussi chercher parfois des entendus autour de nous
comme sexifrage, des petites plantes qui poussent même dans le béton, sur des rochers, qui ouvrent l'espace inattendu. On ne savait pas que l'espérance était là. Ah, finalement, peut-être oui. Donc les deux choses, dialogue, basé sur la bienveillance, bien sûr, construction, travail ensemble, mais aussi ce qui est un peu imprévisible. On entend. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en train de s'illusionner, que ce n'est pas toxique, ce qu'on est en train de faire? Toxique? Ah oui, pour moi, la distinction est vraiment le désir à dominer. Dans l'espérance, vraie espérance, bonne espérance, et l'espérance toxique. Donc chaque fois, on avait plein d'exemples d'utopie toxique, qui est toujours un rêve, Troisième Reich, même période de stalinisme, Khmer Rouge à Cambodge. Chaque régime a essayé à construire une utopie, un rêve, donner l'espoir, l'espérance, on va créer une société magnifique finalement. Chaque fois, c'était basé sur le désir de dominer. Donc, on n'a pas laissé l'espace d'autonomie. C'est ça, on n'a pas laissé le petit jardin. Des petits jardins, même le jardin, c'était chambre des exécutions, en fait, chaque fois. Donc ça, c'est les distinctions entre les deux. Est-ce qu'il y a vraiment un désir à dominer? Est-ce que c'est projet à moi, ou petit groupe à côté de moi, qui veut imposer la rêve, l'espérance, ou moi, je reste attentive à ce qui arrive de l'extérieur. Et ce n'est pas peut-être uniquement l'illusion que je crée dans ma tête, ce n'est pas ma construction de passé, parce que la passé aussi est toujours collective, comme le mémoire. Pour ça, je suis obligé d'entrer en dialogue avec l'autrui. Même question, professeur Ramel. Je partirais d'une expérience que j'ai vécue il y a de cela quelques semaines. On a fait une projection d'un film qui s'appelle « Colombe sans gravité ». Vous voyez le titre, donc une colombe qui a du mal à distiller la paix et à la promouvoir. C'était un film consacré, réalisé par Christophe Gargaud, sur la MINUSMA. C'est la mission de stabilisation des Nations Unies au Mali qui est terminée. Elle a été close il y a de cela maintenant 1 an et demi. Et c'est l'histoire d'un échec, d'une opération de paix. Opération de paix qui, pour revenir sur ce que vous évoquiez sur la création, ça n'existe pas dans la charte de San Francisco. C'est une forme d'intervention qui a été inventée en cours de route pour répondre à une question. Preuve que les humains sont capables d'innover. Et dans le public, il y avait beaucoup d'étudiants africains. Et ces étudiants africains ont une parole que je trouve extraordinaire, en disant oui, là, ça a échoué. Oui, vous mettez en évidence des difficultés stratégiques majeures, mais ça ne veut pas dire que ça rime avec ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Et donc, par rapport à la question que vous me posez, je pense que c'est une question de disposition, l'espérance, de position. Si vous n'êtes pas animé vous-même, en tant qu'individu, par cette espérance, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous êtes animé par cette énergie, vous pouvez être cette luciole ou cette allumette qu'on évoquait tout à l'heure. Et je pense qu'une partie de la population sur cette petite planète a cette fibre-là. Et même question, comment est-ce que je me rends compte que je suis dans une espérance toxique ou qu'il y a quelque chose qui ne convient pas? Je pense que ce qui a été formulé par Stipe tout à l'heure est tout à fait juste, c'est-à-dire le rapport à autrui. Si je suis dans une forme de domination, si je suis dans une forme de paternalisme, et surtout si je ne suis pas capable d'écouter qu'en face, je n'ai pas de résonance, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas ainsi un alignement. Ça signifie en effet, à nouveau, l'écoute. C'est ça. S'il n'y a pas d'écoute, cela est très compliqué. Et cette écoute, elle commence par, pas simplement les individus les uns par rapport aux autres, mais l'écoute avec l'environnement dans lequel nous sommes. Écouter le vent dans les arbres, c'est déjà une forme de cultiver une forme d'espérance. Nous l'avons tous en nous. Et vous pensez que, disons, le monde occidental a pas trop écouté quelquefois? Enfin, je veux dire, il y a eu un moment où... Parce qu'il y a aussi l'écoute des pays.
C'est tout le problème des Lumières et de la quête de l'universel au XVIIIe siècle. Vous avez des ouvrages, des grandes figures comme Voltaire qui parlent justement de cette écoute, mais qui ne la réalisent pas forcément. Et donc l'universalisme devient, comme à nouveau tout à l'heure, un espèce de projecteur où on vous éblouit plus qu'on ne vous élève. Et donc là, oui, ça devient pour l'Occident plus qu'une épine dans le pied. Ça devient une épée de Damoclès sur laquelle on a du mal maintenant à sortir, à se libérer, de considérer que l'universel, ça se construit à plusieurs et que ça ne s'impose pas par quelques-uns. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors, il nous reste une petite poignée de secondes. Frédéric Ramel, vous venez de faire paraître aux éditions du CNRS La bienveillance dans les relations internationales. Expliquez-nous ce que vous vouliez dire. Est-ce que vous avez tout dit là ou est-ce qu'il y a d'autres choses à trouver dans ce livre? J'ai dit l'essentiel avec vous et merci à vous deux de m'avoir permis de le faire. C'est exactement dans le prolongement de ce que nous avons évoqué dans cette émission. Et donc, les lectrices et les lecteurs trouveront d'autres exemples encore qui... Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ça? L'énervement? Je pense qu'il y a aussi une conviction personnelle, c'est-à-dire que je suis un internationaliste, quelqu'un qui travaille sur les relations internationales, je travaille sur la guerre, je travaille sur les enjeux stratégiques, mais que j'ai voulu prendre un déplacement d'accent. Et ce déplacement d'accent, j'ai voulu le faire le plus librement possible et le plus avec beaucoup plus de lucidité, enfin avec beaucoup de lucidité. Et dans cet ouvrage, je m'appuie aussi sur l'art, sur les peintures, sur la musique, parce que je pense que nous avons besoin aussi, pour travailler sur ces questions, d'autres formes que des formes purement intellectuelles. On a besoin aussi de formes artistiques pour nous accompagner dans ce mouvement-là. Il faut être un poète pour espérer, Stipe Yodak? Ah, peut-être. Poésie, une forme de la créativité, et je trouve énormément des métaphores, mais aussi d'espoir, parfois, dans la poésie. Moi, je suis poète, j'ai publié un livre de poésie, et c'est pas toujours focalisé sur la question d'espoir, mais je trouve des petits cadres d'espoir autour de chaque livre. J'essaie à construire, moi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot consacré à notre série sur l'espérance. À la semaine prochaine.